crise majeure, en tout cas diplomatique, qui a peu de précédents entre le Mexique et l'Équateur. Ça s'est passé à Quito, dans la capitale de l'Équateur et dans l'ambassade mexicaine. Alors, c'est quoi les bails? Cette histoire d'un ancien vice-président équatorien suspecté de corruption qui avait trouvé refuge là-bas, il semblerait. On a un sujet de Tout France remonte à une 24, on a série de l'article frictions entre les de l'Humanité et un autre article du Monde. On va pas tout lire, on va essayer de résumer ça parce que abrège frère, vous connaissez un peu les bails, on va essayer. Tout remonte à une série de frictions entre les deux pays après que Rodriguez a trouvé refuge dans l'ambassade du Mexique en décembre dernier. Dans le but d'éviter Ah, une c'était nouvelle depuis condamnation décembre. pour 2 affaires de corruption, l'ancien vice-président avait déjà Ah, purgé parce qu'il avait, ouais, il avait été emprisonné, il avait été libéré il y a quelques mois. une peine de 5 ans de prison. Il dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiques pour porter atteinte au coréisme. C'est un courant Parce qu'il était sous Rafael Correa à l'époque. politique de gauche porté par l'ancien président Rafael Correa, lui-même réfugié Centre-gauche. aujourd'hui en Belgique. Très Cette moderne. semaine, Andrés Manuel López Obrador avait suggéré que l'élection de son homologue équatorien, le libéral Daniel Noboa, avait été Le fils d'un ancien candidat, son père qui était candidat aussi à l'élection, qui est un milliardaire, qui a fait fortune dans l'export de la banane, je crois. facilitée C'est après ça. l'assassinat d'un candidat et porté préjudice à la candidate de gauche proche de Correa. Il a ensuite offert l'asile politique à l'ancien vice-président Jorge Glass. Daniel Noboa avait dès lors déclaré l'ambassadrice du Mexique persona non grata en Équateur et ces tensions ont atteint leur paroxysme au moment. Alors il y en a qui disent justement dans les articles, oui bon, c'est en fait le mécontentement depuis son élection, c'était quoi? C'est en décembre 2023, quand il avait gagné face à Luisa González, etc. Pour succéder à Guillermo Lasso, qui était vraiment un macroniste complètement fou. Hein. Peut-être pas du niveau de là l'autre machin là en Argentine. Comment il s'appelle déjà, mince? Javier Milei. Javier oui. Milei. Non, Mais mais lui, ouais, c'est c'est un libertarien. C'est un autre level. Ouais, et puis mais il avait le côté comme Macron, l'ancien Guillermo Lasso, de voilà, toutes les manifestations, toutes les revendications, la police très très énervée contre les manifestants, un gros c'est libéral sécuritaire, et là il est censé être un peu moins dingo, tu vois, Noboa, mais bon, pour l'instant les gens ont pas l'air ultra satisfaits. Hein. Donc il y en a qui se disent, ouais, ce truc là c'est un petit peu, voilà, pour faire une sorte de contre-feu de son propre mécontentement. Voilà, regardez, c'est à cause des gens qui ont trahi dans le passé, qui sont nos ennemis politiques. Voilà, en fait, vos problèmes viennent d'eux. Paroxysme au moment. Bon, il y aurait des trucs à reprocher à ce Jorge. Comment il s'appelle déjà l'ancien vice-président? Est-ce qu'il le rappelle? Jorge Glass. Où l'ancien vice-président devait s'envoler pour Mexico. En plus de cette rupture des relations diplomatiques et le rapatriement du personnel dans leurs pays respectifs, la ministre des Affaires étrangères mexicaine a déposé plainte auprès de la Cour internationale de justice pour violation grave au droit international. La ministre de l'Intérieur, quant à elle, a appelé la population à ne pas s'approcher de l'ambassade d'Équateur à Mexico pour éviter, je cite, des actes de violence et de provocation. Et donc en complément, nous avons des articles de... Bah, on en a un qui est relativement court. C'est l'article de l'UMA, celui du Monde. On va pas le lire en entier, mais on lira au moins la conclusion pour avoir un petit peu le détail de ce qui est reproché à Jorge Glass. La scène se déroule vendredi soir. Les forces armées équatoriennes osent violer l'enceinte de l'ambassade du Mexique à Quito pour arrêter l'ancien vice-président Jorge Glass, donc de 2013 à 2017, sous Correa, qui avait reçu l'asile diplomatique. Et donc là, on a une photo de l'opération. Tous les anciens du gouvernement de Correa, ils sont obligés de s'expatrier parce qu'on les accuse de bail. Je rappelle que Correa lui-même, il peut plus être en Équateur, là, il est en Belgique. Il est en exil, ouais. Voilà. Donc, ouais, je sais pas. En fait. Et pourtant, sous Correa, je suis désolé, il y avait justement un taux d'homicide qui était quand même un peu... Tout n'était pas parfait, mais la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui. Hein. Et notamment, justement, puisqu'on parle de l'insécurité, le taux d'homicide n'était pas le même avec des politiques un peu plus, très imparfaitement, redistributrices. Ah oui, clairement. Et puis aussi, certes, il y a eu des scandales. Il est probablement pas tout blanc dans ces histoires Correa, mais en fait, surtout, moi, ce qui me choque, c'est que comme d'hab, c'est la gauche qui prend cher, quoi. J'ai pas vu Pédicule, c'est quoi les bails? De côté, on est condamné à quitter le pays dans lequel on a été élu président. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça quand même bizarre qu'il y a que ce camp politique-là dans ce pays qui soit obligé de quitter le pays pour éviter des poursuites judiciaires, quoi. Bref. Intéressant le docu sur l'interventionnisme des USA et d'autres pays du Nord. Oui, sur le sujet précédent. Effectivement. Et on en avait regardé un qui était bien.
Bon, revenons du coup à Quito. À l'Équateur. Le chef de la mission diplomatique mexicaine, Roberto Canseco, a raconté s'être retrouvé face à des policiers, des voleurs qui sont entrés dans l'ambassade pendant la nuit, qui l'ont frappé avant de pénétrer comme des criminels par effraction. Mais Cette arrestation ils ont fait pété partie... un câble. Ils ont pété un câble, la police. Pourquoi ils ont fait ça? C'est dingue. C'est rarissime. Ils vont relater les fois où... Les occurrences où c'est arrivé, à chaque fois, c'était dans des crises assez graves quand même. Hein. Genre Téhéran 79, ce genre de truc, quoi. Cette arrestation, donc voilà, c'est très rare en la matière. La protection des ambassades et consulats, l'inviolabilité et l'immunité du personnel diplomatique sont réglementées par un traité international qui date de 1961, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, complétée par les relations consulaires en 1963. Les forces de police d'un pays hôte ne peuvent pas entrer dans une ambassade sans l'autorisation de son personnel diplomatique. Autre entorse au droit d'asile qui a été signé, c'est un peu le principe, oui, qui a été signé par de nombreux pays d'Amérique du Sud lors de la Convention de Caracas en 1954. À Quito, le personnel diplomatique mexicain a quitté l'Équateur dimanche. Le président Andrés Manuel López Obrador et son administration... Comment ? On l'appelle AMLO, c'est plus rapide. AMLO, oui c'est vrai. Oui. En plus j'aime bien les acronymes. AMLO, qui essaye de faire des trucs depuis 2018, même si lui... Est-ce que c'est un peu une sorte de coréisme au Mexique, on peut le dire un peu dans ce genre-là ? En vrai, oui, on pourrait faire un lien. Basé, mais il y a des trucs à se reprocher. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois, la sympathie naturelle entre les deux mouvements politiques. Sûrement. Je le sors comme ça là, de nulle part. C'est pas déconnant comme hypothèse. Hein. Pas du tout déconnant. Mais pour avoir regardé un petit peu le bilan d'Obrador tout à l'heure, ça me rappelle un peu du coréisme, mais je vous invite à creuser le sujet de votre côté. Donc Omla et son administration devraient saisir lundi la Cour internationale de justice, c'est d'ailleurs comme ça que titre Le Monde, qui a du boulot en ce moment, la Cour internationale de justice, décidément, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies à l'encontre de l'Équateur. On parlait au sujet gazaoui, évidemment. Le Mexique a une longue tradition liée à l'asile politique. Il a été le grand pays de la terre d'asile pendant de nombreuses années, notamment dans le contexte des grandes dictatures du continent sud-américain dans les années 60-80. Oui, parce qu'il y en a eu entre le Pérou, le Chili, le Brésil. C'était une période un peu compliquée. Ouais, c'était quand les périodes pas compliquées en Amérique du Sud. Il y a une très bonne vidéo de questions d'histoire sur ce sujet. Qui s'appelle Opération Condor. Voilà. Tu pourras me l'envoyer en MP parce que vraiment c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup sur le coup. Les dictatures de cette période-là en Amérique du Sud. Ouais. Et elles ont quand même beaucoup de constantes, beaucoup de points communs. Donc c'est ce que rappelle l'ancien ministre équatorien Guillaume Long dans un entretien au site Le Grand Continent. On ne dit pas de quel gouvernement, j'ai la flemme de vérifier. Si vous voulez aller regarder sur le chat, Guillaume Long. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, là aussi il a du boulot en ce moment, s'est dit alarmé, estimant que toute violation des enceintes diplomatiques compromet la poursuite des relations internationales normales. Alors on a eu quand même un cas il n'y a pas longtemps, on a eu carrément le bombardement d'une instance diplomatique en Syrie. C'était, je sais plus si c'était l'ambassade iranienne ou si ça jouxtait l'ambassade iranienne, mais que c'était un bâtiment officiel quand même. Et c'était Israël qui l'avait visé. On vous renvoie au sujet de la semaine précédente. L'administration états-unienne a réagi via le porte-parole du département d'État. C'est pas Blinken pour une fois. Matthew Miller, ils ont dit non, c'est pas assez intéressant comme dos, on sort pas Blinken aujourd'hui. On est en train de le recharger. Qui a déclaré que Washington condamne toute violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et prend très au sérieux l'obligation des pays hôtes en vertu du droit international de respecter l'inviolabilité des missions diplomatiques. Les États-Unis ont été concernés par un des rares cas de violation avec l'invasion de leur ambassade à Téhéran par des militants iraniens en 1979. Ah oui, quand ils se sont débarrassés du Shah. Le truc qui a succédé n'est pas parfait non plus, mais bon. En Amérique du Sud, en 1949, l'opposant péruvien Aya de la Torre avait tenté de trouver refuge dans l'ambassade de Colombie pendant la dictature du général péruvien Manuel Odría. Des incidents ont également eu lieu ces dernières années où des foules ont délibérément visé ces instances diplomatiques au moment de tension, comme en Syrie ou en Iran. À Bagdad, l'ambassade américaine avait été visée par des tirs de roquettes en 2023. Il y a peut-être un petit passif, oui, effectivement, entre les deux pays.
À Damas, le 1er avril, c'était pas une blague malheureusement, une frappe imputée à Israël, oui, bah du coup il le rappelle, a visé le consulat iranien, faisant 7 morts. En 2019, l'Équateur, dirigé par Lénine Moreno, avait déjà révoqué l'asile accordé à Julian Assange en 2012 et permis à la police de Londres de pénétrer dans son ambassade avec les récents émoluments qu'on a vus. Il avait fait ça contre un prêt de 4 milliards du FMI. Voilà. Donc la vie de Julian Assange coûte 4 milliards. Voilà. C'est plus que la vie d'un Gazaoui, mais ça fait quand même chier. Ouais. On le voyait littéralement hier, hein, c'était genre économiser des moyens, du temps. Enfin, c'est combien coûte la vérification de combien coûte la vie d'un homme, littéralement, avec Lavender, revoyez l'émission d'hier. Dans le contexte international actuel où les violations s'accélèrent, guerre en Ukraine, bombardement de Gaza, cette décision fragilise encore davantage les rares règles communes intangibles. Que peut faire la Cour internationale de justice? Pour Esteban Nichols, directeur des études latino-américaines à l'université Andine Simon Bolivar, en Équateur, le tribunal déclarera certainement l'Équateur coupable. Car envahir une ambassade, c'est au moins, dans la théorie de droit international, envahir un autre pays. Surtout, généralement, c'est rare que ce soit dans ton propre pays, par un gouvernement élu. Enfin, il y a quand même des trucs qui le rendent plus rare que d'autres occurrences. Ouais. Ça sent le côté, on va chercher les choristes peu n'importe où ils sont, jusque même dans des ambassades, on est prêt à tout. Enfin, je sens qu'il y a une dérive dictatoriale là-dedans, bref. Et je pense qu'ils ont fait ça même sans vraiment se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Hein. Mais bref. Ouais, peut-être un peu la panique. Ça donne envie de s'intéresser à l'actuelle politique intérieure équatorienne, du coup. Parce que moi, j'ai vraiment survolé le truc. J'ai vu qu'il y avait des manifestations, des mécontentements, que depuis décembre, il y avait certaines attentes qui n'avaient pas été remplies. Bon, en même temps, quoi attendre de Noboa, hein, mais bon. Donc, dans le contexte qui est compliqué, qu'est-ce que peut faire la CIJ ? Cela pourrait déboucher sur une amende ou le retrait de l'Équateur de certains comités et votes au sein d'organisations multilatérales comme l'Organisation des États américains. Parce que le Venezuela, ils se sont fait virer cette organisation aussi, ce serait pas étonnant. Ah, je vais vérifier. Cette dernière a exprimé son rejet de toute action qui viole ou compromet l'inviolabilité, décidément j'arrive pas à le dire, inviolabilité des locaux des représentations diplomatiques. Une réunion d'urgence de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes devrait se tenir également lundi prochain du coup, si l'Équateur apparaît isolé sur le plan international. Le président Daniel Noboa était prêt à en assumer les conséquences. Des experts estiment que cet acte répond à des aspirations politiques pour les élections de 2025 et à une perte de popularité après son arrivée à la présidence en novembre 2023. Ah, novembre, je disais décembre tout à l'heure. Il a fait cela pour changer tous ses arguments négatifs qui l'affectaient et essayer d'avoir un retournement de l'opinion en sa faveur. Oh, spécial comme strat, hein, a constaté le politologue équatorien Agustín Burbano de Lara dans le New York Times. C'est un article assez court que vous pourrez retrouver dans les pages Monde, pages 10 et 11 de l'Humanité, d'hier maintenant, un article de Vadim Kamenka. Doit avoir d'ailleurs... probablement. Et oui, le Venezuela est toujours membre. Ce serait étonnant alors comme décision. Mais ils ont failli, à un moment, se faire exclure. À un moment même, ils étaient représentés par un mec. Tu te souviens de Juan Guaido? C'est un mec qui s'était proclamé président du Venezuela alors qu'il n'avait pas jamais gagné une seule élection. Et parce que les États-Unis ont déclaré mais si, c'est lui qui a gagné. À chaque fois, ils soutiennent évidemment le candidat libéral présenté comme tel. Même Macron l'avait soutenu, ce con. Bref. Et on a, pour finir sur le sujet aussi, un article du Monde, alors qu'on va pas lire en entier, mais au moins la conclusion, qui nous angle sur la plainte à la Cour internationale de justice, et qui nous rappelle un petit peu les circonstances. L'asile avait été octroyé à M. Glass au lendemain de la décision de l'Équateur d'expulser l'ambassadrice américaine, Raquel Cerro, à la suite de critiques émises par le président américain sur la conduite de la présidentielle équatorienne de 2023. Oui, souvenez-vous, il y a quand même eu un des candidats qui est mort pendant la campagne. Pas des petits
Mercredi, celui-ci avait accusé les autorités équatoriennes d'avoir exploité l'assassinat du candidat d'opposition, Fernando Villavicencio, le 9 août 2023, on en avait parlé, pour favoriser l'élection du libéral Daniel Noboa, au détriment de la candidate de gauche, Luisa González. Fernando Villavicencio avait été abattu après un meeting de campagne dans le nord de Quito, à quelques jours de l'élection du 20 août. Le gouvernement de l'Équateur, lequel lutte contre des bandes criminelles qui se disputent les routes du trafic de drogue, avait jugé ses propos offensants. Ah, et quand ils se sentent offensés, ils réagissent un peu vénère. Hein. Jorge Glass, vice-président entre 2013 et 2017, sous la présidence du socialiste Rafael Correa 2007-2017, est accusé d'avoir détourné des fonds publics destinés à la reconstruction de villes côtières, après un séisme survenu en 2016. Il avait déjà été condamné en 2017 à 6 ans de prison pour corruption dans un vaste scandale impliquant l'importante entreprise de construction brésilienne Odebrecht, dont on a déjà eu l'occasion de parler dans des bails brésiliens justement. Il avait été libéré en novembre 2023. Oui, Petrobras, tout ça. Après, il y avait beaucoup de gens qui avaient été accusés de lourds trucs qui au final étaient moins coupables que ce qu'on pensait. Donc c'est un scandale aussi qui a beaucoup été instrumentalisé et tout. C'est compliqué, hein, ces histoires. Effectivement. Bah, on espère au moins avoir un peu vulgarisé la crise qu'il y avait entre les deux pays. Georges, Lours, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour la rediffusion YouTube, le spectateur du futur qui serait avide de vos commentaires? Bah non, perso, j'ai trop rien à ajouter. Eh bien, parfois, la concision est mère de streamter. Je ne sais pas comment finir cette vidéo, mais en tout cas, abonnez-vous. On essaie d'inventer des proverbes, des fois ça ne fonctionne pas. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On essaie de faire des capsules des fois sur des sujets internationaux pour pousser un petit peu quand même l'international. Ça a un succès relatif, donc de temps en temps on alterne avec des dramas. Est-ce que vous préférez les dramas ou est-ce que vous préférez l'international? Dites-le moi dans les commentaires.